35 ans de la vie de celui qui fut certainement le plus génial des musiciens. Nous ne sommes pas dans la biographie de Mozart, c'est une sorte de reportage culturel qui nous emmène au XVIIIe siècle, bien évidemment, en Autriche, au cœur de la correspondance de Mozart, scato, surdoué, amoureux, coureur, endetté, voyageur, mais d'abord et avant tout, génie absolu de la musique. Le meilleur de Solers est probablement là, cette guerre du goût qu'il mène depuis des années, plus modeste qu'il n'y paraît, ça je le dis pour lui faire plaisir. Solers nous dit finalement, puisque Dieu est injoignable au téléphone et qu'il n'a pas de portable, autant converser avec ses représentants sur Terre, des anges et des démons qui s'appellent Rimbaud, Proust, Picasso et pourquoi pas ce soir Mozart. C'est Campus, c'est parti. Il y a deux choses. D'abord, je voudrais qu'on plonge dans cette vie, parce que c'est un personnage extraordinaire que vous racontez, non pas sous l'angle de la biographie, parce qu'il y en a eu des dizaines, mais sous l'angle du reportage du Solers qui va en Autriche, qui convoque tous les grands auteurs pour essayer de comprendre le mystère de Mozart. Quel est-il ? Multiple. D'une part, comment est-ce que quelqu'un a pu composer toute cette musique en aussi peu de temps? Il meurt à 35 ans et 10 mois. Les dernières années, c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Dans des conditions... Les 6 derniers mois. Oui, et puis, oui. Mais dans des conditions matérielles épouvantables, ça, il faut lire alors attentivement les lettres où il demande à un de ses amis Puchberg de lui avancer vraiment quelques florins. Il est dans un état de grande misère. Hein. C'est quelqu'un qui a des soucis, sa femme est malade, etc. Bon. Comment se fait-il que, dans une situation aussi dramatique, il puisse écrire, par exemple, fin 89-90, ce chef-d'œuvre de gaieté admirable, détaché, qu'est Così fan tutte. Mystère. Autre mystère, comment se fait-il qu'un petit garçon de 5-6 ans, soit tellement doué pour la musique qu'il va stupéfier toutes les cours d'Europe, qu'il va dépasser tous les musiciens, tous les virtuoses de son temps? Et comment va-t-il réussir à survivre à cette réputation de virtuose? Il y a une chose qui me paraît très importante dans le travail, en dehors des romans que vous avez écrits, quand vous avez écrit Éloge de l'infini ou La guerre du goût, c'est que vous vous attardez non pas sur cette idée petite bourgeoise de l'artiste maudit, mais cette idée qui est la vôtre, qui est que de grands artistes, on vient de le voir avec Salieri, on les emmerde à longueur d'année. Warhol à l'hôpital, plus personne ne sonne pour le sauver. Proust sur son lit entre 1906 et 1922. Finalement, il n'y a que Picasso qui échappe dans le bonheur à cette vie qui est une tragédie d'être un surdoué, ce qu'on appelle communément un génie. C'est ça. Il y a très très peu de victoires. Beaucoup de défaites très révélatrices. Très peu de victoires. Sur une place. Très peu de victoires. Il y en a. Picasso, en effet, qui est un héros, comme j'ai écrit dans La guerre du goût, qui s'est imposé. Et pourquoi ça vous intéresse, vous, ça? Cette espèce de tragédie entre un homme et son temps, Rimbaud, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi l'individuation portée à son comble, et c'est l'art qui la manifeste, hein, l'écriture, la poésie, la musique, la peinture, pourquoi ça met quelqu'un éventuellement en danger? C'est-à-dire, quelles sont les stratégies à avoir pour se dissimuler, apparaître, disparaître, ou alors apparaître en plein jour sans que personne vous soupçonne de quoi que ce soit. Ça demande une technique particulière. Et c'est ça le message que vous voulez faire passer depuis des années? Je veux simplement dire que nous sommes menacés d'amnésie, de conformisme, de commémoration vide. Je m'intéresse aux œuvres. On est reine des noms, vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe dans un tableau de Picasso? Qu'est-ce qui se passe dans une symphonie, un quintet ou un opéra de Mozart? Ce sont les œuvres qui m'intéressent. Mozart m'intéresse bien sûr énormément. Sa vie est passionnante, ça correspond. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'il a écrit? Voilà. Vous avez toujours été un garçon extrêmement culotté. On vous voit ici au pianoforte de Mozart, maison natale de Mozart à Salzbourg. Si j'y vais, on me fout dehors. Non, je sais pas. Enfin, oui, il faut le faire, quoi. Et alors? Il n'y a personne qui est venu vous chercher en vous disant « halte là, mon gaillard ». Mais il y a mieux, parce que j'ai un témoin en plus. On était dans une abbaye dans le fin fond, comme ça, de l'Autriche. Avec des quarts de japonais qui passent. Non, ça c'était dans une autre. Il y avait beaucoup de tourisme. Là où on était, il n'y avait personne. C'était une abbaye complètement vide. On était là un après-midi. Puis une sorte de cuisinière, de concierge, dit « Le père abbé, voulez-vous voir ?» Mais il avait autre chose à faire. Et puis, il y a le temps, une sorte de grande chemise un peu sale où étaient entassés des papiers, à peu près n'importe quoi. Et puis, il y avait une partition de Mozart, ouais. Alors, évidemment, là, la voiture attendait dans la cour. Ça vaut très cher, parce que Mozart, vous savez, qui est mort dans la misère. Maintenant, on coupe en morceaux ces partitions, un petit peu d'allegro, un petit peu
de Presto, et on vend ça très très cher. Là, une demi-page de Mozart, c'est 500 000 francs à peu près. Enfin, vous voyez. Donc tout ça, en principe, participe de ce culte des reliques mortes qui affecte maintenant non seulement le marché de l'art, mais en plus les manuscrits. Le dernier manuscrit de Céline, vendu 12 millions de francs, vous avez suivi ça, etc. Donc Mouret, nous ferons le reste avec ce que vous avez griffonné. Mais est-ce que je peux vous demander à titre personnel, parce qu'on va replonger dans Mozart, on va parler de musique abondamment tout à l'heure avec d'autres invités. Vous faites partie d'une génération, vous êtes doué, vous avez été célébré dès votre premier livre par Mauriac, après dans les années 70 avec beaucoup d'intellectuels et d'écrivains, que ce soit vous, mais que ce soit Barthes, Foucault, Althusser, vous êtes rapproché du matérialisme, quitte à s'en ressortir assez vite après cette expérience-là, et puis tout d'un coup, j'allais dire... fin 70, début 80, vous plongez dans ce 18e siècle qui est celui de Mozart pour finalement ne plus le quitter pratiquement. Pourquoi? Et parce que je crois que contrairement à l'idée commune, enseignée partout, qui serait que le 18e siècle est derrière nous, je crois qu'au contraire, c'est nous qui sommes en retard par rapport à lui, et comme tout le prouve tous les jours. Hein. C'est-à-dire qu'il y a là un mystère du temps, du milieu du temps, ou alors autre chose que du temps au sens de l'histoire, c'est-à-dire un espace-temps, quelque chose comme une floraison invraisemblable. En quelques années, il y a quelque chose d'absolument ahurissant. Ça s'appelle Mozart, si vous voulez, mais il n'y a pas que lui. Enfin, lui, c'est lui. Et donc, je crois que simplement, nous sommes en cours de dévastation, de bruit et de fureur, voire même d'amnésie. Nous entrons dans une autre ère, et le 18e nous fait signe pour un demain hypothétique. Oui, mais lourdeur et superficialité s'opposent à profondeur et légèreté. Il s'agit d'une loi peu comprise par le sens commun, mais humainement vérifiable. Oui, absolument. C'est-à-dire que en général, la légèreté à mauvaise presse, il faut paraître profond. Pour être profond, il faut simplifier. Hein, il faut être plus simple. Voilà. Il ne faut pas jouer. Mozart pouvait passer de son temps, en effet, pour une musique. On l'a accusé de ça pendant tout le 19e siècle. C'était une musique légère. C'était comme ça, quelqu'un qui passait une sorte de médiatique, presque à la limite. Vous voyez, un procès qu'on vous a souvent fait. Non, mais je ne parle pas de moi. Là, je dis qu'il y a là une idéologie. Hein, une idéologie vraiment, c'est-à-dire qui va dans le sens de la profondeur, c'est la dépression, la mélancolie, l'inhibition, l'embarras psychologique, l'embarras sexuel, c'est encore mieux, et puis bruit, fureur, violence, c'est ça. Et donc tout ce qui peut au contraire être délicatesse, érotisme, et non pas pornographie, acuité psychologique et pénétration des caractères, et le fait de devenir soi-même un dramaturge qui peut occuper toutes les positions, faire tous les rôles, ce qui est le cas de Mozart, alors bon, ça passe pour quelque chose qui n'est pas sérieux. Évidemment, reciter le livre de Philippe Solers, qui a servi donc de fil conducteur à toute cette émission, Mystérieux Mozart, donc aux éditions Plomb. Et puis je voudrais vous faire un petit cadeau, Philippe, c'est votre première apparition à la télévision, le jeune homme, à peine 21 ans. Non mais vous pouvez chanter. Voilà, laissez-le rire. Les garçons devraient chanter. Voilà, je crois que c'était lecture pour tous. Il s'agissait du Défi, le premier roman. Aïe. Non, ou plutôt Une curieuse solitude qui a été publiée, je crois, en 58, c'est ça, avec beaucoup de compliments de Louis Aragon qu'on évoquait tout à l'heure. De François Mauriac. Vous voilà à la télévision et finalement vous allez remarquer quelque chose, vous n'avez absolument pas changé. Comme dirait Dalida. Vas-y. Non, c'est Julio Iglesias. Oh, Julio Iglesias, je confonds, c'est Eh bien, la morale, je ne sais pas s'il y en a une, ou alors s'il y en a une, elle est très particulière, oui, elle est très singulière, elle ne convient qu'au narrateur ou qu'à moi. Et je crois qu'elle peut se résumer par l'épigraphe, qui est une phrase de Joubert, c'est-à-dire le plus beau des courages, celui d'être heureux. Il faut donc essayer d'être heureux, c'est-à-dire pour certains, le bonheur n'est pas toujours une chose facile, comme on tendrait à le croire. Et puis, il faut aussi savoir se jouer, comme j'ai dit dans le livre, c'est-à-dire il faut à la fois user de soi comme d'un instrument, enfin, agir sur soi d'une certaine manière, et se jouer, c'est-à-dire déjouer tout ce qui en nous tendrait au fond à nous rendre malheureux. Si vous voulez. C'est la morale. Se jouer dans les deux sens. Merci. Bon, quel con. Merci Philippe Solers.